Nous allons entamer ici une saga sur les Normands. Vaste sujet, trépidant, exaltant, fantastique, voire fantasmatique, ô combien percutant pour nos vieilles civilisations continentales. Nous traiterons du terreau sur lequel ces hommes du Nord ont investi nos terres en tant que représentants commerciaux de la dernière grande invasion barbare. Nous ferons une large part au fameux Rollon et à son installation en terre franque au temps de la dynastie carolingienne déclinante. Ce terreau, c'est bien évidemment les Vikings. L'ethnie la plus fantasmée de toutes les ethnies conquérantes et barbares que nous ayons, et à mon humble sens, fantasmées plus que les Huns, les Arabes ou les Mongols. Leur particularisme par rapport aux autres peuples conquérants, c'est qu'ils se sont adaptés à la civilisation européenne, jusqu'à en faire une composante plus importante que ce que l'on croit. Cette adaptation concerne en particulier leur facile conversion au christianisme. Votre serviteur en est un exemple type. Je suis d'origine pouillaise, c'est-à-dire que mes aïeux sont d'Apulie, dans le talon de la botte de la péninsule italienne, en contact avec les voisins ancêtres romains de Capoue. Plus exactement, dans les monts Garganico, que je prononce évidemment à l'italienne, cet ergot de littoral adriatique italien que l'on distingue facilement sur une carte. Lors, il se trouve que dans la famille, il n'est pas rare de trouver des individus de grande taille, aux cheveux longs et blonds. Et mon arrière-grand-père maternel, notaire de son état, mais surtout les femmes de cette lignée, ma mère, ma grand-mère, toutes extrêmement pieuses, il n'était pas question de rater une messe, nous transmettaient des histoires d'ancêtres médiévaux qui avaient participé à la fondation du premier sanctuaire de Saint-Michel à Monte Sant'Angelo. Tous les chrétiens savent que cet archange est apparu pour la première fois dans cette région combattre le dragon. Cette première apparition a eu lieu en 490, avant une deuxième en 663 où, avec sa flamboyante épée, il vient au secours des Lombards d'Apulie contre les envahisseurs arabes. L'abbaye bénédicte sur le mont Tombe ne survient qu'en 965, sous la décision du Normand Richard Ier. Le mont Tombe devient alors le mont Saint-Michel. Puis viennent les premiers pèlerinages normands en terre apulienne, inspirés par cette intrication entre les deux monts, Garganico et Saint-Michel. Ces Normands, fiefés croyants, joueront un rôle important dans les croisades, et pour mes antécédents. Veuillez noter que Saint-Michel est la variante du dieu scandinave Wotan, plus connu sous le nom de Odin, équivalent de Zeus ou de Jupiter, capable lui aussi de lancer des éclairs assourdissants. Dans la deuxième moitié du IXe siècle, avant l'arrivée de Rollon en terre franque, les Vikings, installés depuis plus d'un siècle en Écosse, en Irlande, aux Hébrides et en Orcadie, savent qu'il existe des terres au-delà de la Grande Mer, derrière l'horizon lointain. Les Irlandais ont en effet dans leur tradition orale des indications selon lesquelles plusieurs aventuriers irlandais ont déjà foulé des terres mythiques très loin à l'ouest. Des moines y auraient même découvert le paradis. N'en demandez pas plus pour attiser la curiosité des Vikings. Dès 860, alors que leurs congénères méridionaux pénètrent en Méditerranée et que les Varegs en Orient font leur première attaque sur Constantinople, quelques Vikings des îles britanniques embarquent à partir des Orcades supérieures à bord d'un drakkar et se dirigent plein nord-ouest sur le grand océan. Ils atteignent les îles Féroé où ils font escale et constatent que ce n'est pas la terre promise vantée par les Irlandais. Pas de gros fruits poilus à coque dure enfermant un lait délicieux, vous aurez reconnu la noix de coco. Pas d'animaux étranges qui transportent leur maison sur leur dos, vous aurez reconnu la tortue.
Pas d'indigènes à peau rouge avec une crête sur le crâne. Vous aurez reconnu ces punks d'avant l'heure que sont les Iroquois. Et surtout, un petit territoire disparate constitué de dizaines d'îles de taille modeste. Rien qui laisse à penser que nous avons là l'Eldorado. Et de plus, le voyage fut bien trop rapide. Ils décident donc de poursuivre leur exploration. Après une petite escale dans l'archipel, ils se relancent plein ouest dans le grand océan, à la poursuite d'un rêve qu'ils considèrent comme accessible. Au bout de quelques jours de navigation, dans une eau relativement calme, nous sommes en fin de printemps, ils atteignent une longue côte qui paraît plus prometteuse, mais d'accostage difficile. Ils font une brève reconnaissance du littoral en cabotant par le nord. Ils constatent que cette terre est immense. Serait-ce donc là la grande terre promise? Malheureusement, ils sont un peu fatigués. Le voyage commence à être long et ils ont hâte de rentrer au foyer, d'autant plus qu'ils sont à court de ressources. Ils décident de faire demi-tour, sans avoir fait le tour complet de ce qui semble être un continent, et s'en retournent vers leur point de départ. Nos héros, fatigués mais fiers, viennent de découvrir l'Islande. Dès leur retour, ils se vantent d'avoir découvert la terre où résident les dieux de la terre, qui leur parlent, sous forme de geysers intermittents. Ils leur délivrent des messages que seuls les érudits peuvent interpréter. Les dieux de l'enfer, qui font jaillir de leurs entrailles des coulées de roches incandescentes en fusion. Les dieux du ciel, qui peignent la voûte céleste d'aurores plus belles les unes que les autres. Ceci dans un paysage étrangement calme et d'une beauté jamais observée. Des glaciers impressionnants qui semblent être là depuis l'éternité et qui les observent. Des cascades d'eau douce qui chantent les aventures des géants qui ont sculpté les montagnes. Des canyons qui font le lit de rivières riches en poissons avec, sur chaque rive, des sortes d'escaliers qui permettent aux guerriers invisibles de gravir les versants. Mais aussi des champs de lavande sur une terre fertile. Qui plus est, y ayant séjourné au moment de l'équinoxe d'été, les voyageurs racontent avec exaltation comment le soleil ne se couche jamais et que pour cette raison, ils appellent cette terre la terre du jour perpétuel. La découverte de ce monde étrange se répand comme une traînée de poudre dans tout le monde scandinave occidental. Ces premiers vikings, qui bravèrent le grand océan, avaient bénéficié de la tradition orale des vieux Irlandais qui leur parlaient des anciens voyageurs. Les Irlandais ont effectivement été les premiers à fouler les terres des îles Féroé, bien des générations plus tôt. L'histoire ancienne de l'archipel des îles Féroé nous est mal connue, mais on estime que les premières occupations humaines pourraient dater du IVe siècle. Elles pourraient être l'œuvre de Pictes écossais ou de Scots irlandais. Elles se situent chronologiquement dans la foulée des premières navigations anglo-saxonnes vers l'île de Grande-Bretagne qui se sont étalées de 250 à 350, à l'époque où la Britannia brito-romaine est à son apogée. Il est peu vraisemblable que ces premiers envahisseurs, composés de Jutes, d'Angles et de Saxons, se soient aventurés vers le nord. Comme on le sait, ils ont plutôt investi la Manche et le littoral briton du sud-est. Les Norvégiens, par contre, occupent une place de premier plan de par son long littoral ouest qui fait face à l'Atlantique Nord. Mais pour ce qui est de sa participation au voyage vers le Grand Ouest marin, celle-ci ne commence qu'avec l'âge des Vikings à partir de 750. Il est possible que dès le début du VIe siècle, le moine irlandais Saint Brandan ait aperçu les Féroé au cours de son voyage. Il dit en effet avoir aperçu une île de moutons, véritable paradis pour les oiseaux. Saint Brandan est né en 484 et il meurt en 578 en Irlande. Il est surnommé le navigateur. C'est l'un de ces saints moines du christianisme irlandais. Brandan est contemporain de saint Benoît, le célèbre moine italien fondateur de l'ordre des bénédictins. Brandan a 11 ans quand saint Patrick, l'évangélisateur de l'Irlande, meurt.
Il voyage à Iona, dans les Hébrides, et aussi à Saint-Malo, en Armorique. Partout où il séjourne, il passe son temps à fonder des monastères. Saint Brandan aurait effectué 2 longs voyages en mer sur des navires de type ponto, plus exactement un curac. Le ponto est un navire antique de transport de charge utilisé depuis l'époque romaine. C'est un grand bateau à fond plat, employé aussi par les Gaulois et servant à faire traverser les rivières aux voyageurs, aux soldats et au bétail. Il est pourvu de 2 magréants, 2 voiles carrées. Il est parfois complété de 2 voiles supplémentaires triangulaires au-dessus de la grand-voile, de part et d'autre du mât. La présence d'une misaine, une petite voile basse portée sur le mât avant du voilier, permet les virements de bord du navire. Le gréement, l'ensemble des pièces fixes et mobiles d'un navire permettant la propulsion et la manœuvre d'un bateau par la force du vent, permet de remonter au vent et d'atteindre avec une bonne brise des vitesses de 8 nœuds. Le ponto était un grand voilier qui utilisait à la fois ses voiles et de grandes rames pour sa navigation. Il peut mesurer jusqu'à 40 mètres de long pour une largeur de 6 mètres et peut embarquer un équipage d'une vingtaine de marins et un tonnage de 500 tonneaux. Ces navires étaient classés parmi les myriophoroi, terme grec indiquant leur capacité à charger plusieurs milliers d'amphores. Les pontos étaient utilisés pour la navigation au long cours en haute mer. Le premier voyage de Saint Brandan, en 530, l'aurait conduit vers les îles Fortunées, les îles Canaries. Le second voyage, en 545, l'aurait conduit, selon la saga irlandaise, vers l'archipel des Açores et peut-être même les Antilles, qu'il aurait comparé au paradis. Dans ses manuscrits, il décrit une noix de coco et parle d'indigènes mangeurs de tortues. Il indique avoir séjourné 2 ans sur l'île paradisiaque, ce qui est un indice de distance et de difficulté à préparer le retour, comme ce fut le cas pour Christophe Colomb. Des moines hiberno-écossais pourraient s'être installés dans l'archipel des Féroé au VIe siècle et y avoir introduit des moutons et des chèvres, mais ce point n'est pas confirmé. Des recherches récentes, faites à partir d'analyses de crottes de moutons, font remonter au début du Ve siècle l'arrivée de colons, sans doute venus des îles britanniques, au moment même où la province romaine de Britannia est désertée par les légions et laissée à elle-même face aux invasions anglo-saxonnes. À la fin du 7e siècle, siècle de la Northumbrie en Grande-Bretagne, et durant le 8e siècle, siècle de la Mercie, les îles ont été visitées par des moines irlandais à la recherche de solitude. Elles sont alors devenues un lieu d'ermitage. Vers 650, des Scandinaves s'installent sur l'archipel. Ils y apportent le vieux norrois, qui évolue par la suite pour donner le féroïen actuel. On suppose que ces colons ne viennent pas directement de Scandinavie, mais plutôt de communautés scandinaves autour de la mer d'Irlande, des Shetland ou des Orcades, et des Norvégiens gaélisés d'Irlande. Le premier texte connu décrivant vraiment les îles Féroé a été écrit par un moine irlandais nommé Dicuil. Dicuil est un moine et un géographe irlandais, né vers 755 et décédé après 825, c'est-à-dire dans la première partie de l'âge des Vikings. On suppose qu'il appartenait à l'un des monastères irlandais du royaume des Francs, peut-être Luxeuil en Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté. Il a écrit en 814, à la mort de Charlemagne, un ouvrage d'astronomie et en 825 un traité de géographie. Dicuil rapporte des récits recueillis auprès de moines voyageurs. Il décrit ainsi le voyage d'ermites irlandais qui séjournèrent 6 mois en Islande en 795 et découvrirent la banquise et le jour perpétuel, puis se rendirent ensuite aux îles Féroé. Il rapporte que bien plus tôt déjà, les premiers accostants des îles Féroé étaient déjà des moines irlandais. Ce premier voyage est estimé par le rapporteur autour de 625. Pour info, c'est Dicuil qui décrit le voyage de l'éléphant envoyé comme présent par Harun el-Rachid à Charlemagne en 801.
La saga des Féroïens, écrite en 1220, faisant fi des écrits de Dicuil, désigne le premier homme à poser le pied sur les îles Féroé comme étant le viking Grim Kamban, qui fuyait la tyrannie du roi de Norvège Harald Ier à la belle chevelure. Cet Harald-là, nous le verrons, est roi de Norvège à partir de 872. Grim est un prénom nordique, mais Kamban est un nom irlandais, ce qui laisse supposer que ce colonisateur aurait eu une double origine. Ce qui est donné certain pour Grim Kamban, c'est qu'il est le premier à s'installer dans les îles Féroé pour y fonder la première colonie. Il est probable que l'un des facteurs incitant les Scandinaves à renforcer la colonisation des îles soit le renversement de force qui s'observe sous le règne d'Alfred le Grand, roi du Wessex de 871 à 899, en faveur des Saxons de l'Ouest face aux Danois du Downland, installés en Angleterre. La preuve que la colonisation irlandaise des îles du Nord devient conséquente est l'existence d'un Althing, un parlement monocaméral, construit à l'emplacement de l'actuelle capitale Tórshavn. Cette institution, semblable à celle qui a existé en Islande, est une assemblée des hommes libres où sont prises les décisions politiques et juridiques. Les habitants des îles Féroé sont convertis au christianisme aux alentours de l'an 1000 et une église est construite au sud de l'île de Stremway. Ce fait pourrait être l'œuvre de Sigmundur Brestisson, envoyé par le roi Olaf Ier de Norvège, Olaf Tryggvason, pour incorporer les Féroé dans son royaume de Norvège, ce qui fut fait en 1035. La domination norvégienne se maintiendra jusqu'en 1386, lorsque les îles seront intégrées à l'union de Kalmar, puis à la double monarchie Danemark-Norvège. Le Danemark prend ensuite progressivement le contrôle de l'archipel et lorsque l'union avec la Norvège est dissoute, en 1814 par le traité de Kiel, le Danemark conserve la possession des îles. En 870, 10 ans après que la découverte viking de l'Islande se soit propagée dans tout le monde scandinave occidental, un drakkar solitaire, avec quelques hommes, commandé par Igolf Arnarsson, s'éloigne en catimini des côtes norvégiennes. Le capitaine est un renégat qui a maille à partie avec le jarl local Atli, et il doit fuir à la recherche d'une terre où il pourra vivre en paix. Il pense à cette fameuse île découverte 10 ans plus tôt, et réputée déserte, et qui semble cocher toutes les cases pour une bonne installation. Le voyage se fait sans encombre, et en une semaine, il arrive à destination. Il y séjourne 2 ou même 3 ans, le temps nécessaire pour juger de sa sécurité, de sa viabilité, de la fertilité des sols pour l'agriculture et des prairies pour l'élevage. Après avoir conclu que tout était parfait, il revient chercher sa famille restée en Norvège. En 874, c'est cette fois plusieurs drakkars qui embarquent pour la terre promise. Arrivés en vue des côtes islandaises, il leur donne une cérémonie solennelle. On jette par-dessus bord les montants sacrés de son haut siège, sculpté à l'effigie des dieux. Selon la tradition, l'endroit où ils toucheront terre sera le lieu où il s'implantera. 2 de ses esclaves ont cherché les piliers pendant 3 ans, avant de les trouver dans la baie de l'actuel Reykjavik. Dans l'intervalle, Horleifur Rodmarsson, son ami et compagnon du voyage, se fait assassiner par ses esclaves irlandais, en raison des mauvais traitements qu'il leur infligeait. Igolf Arnarsson part alors à leur recherche et les tue à son tour, où il s'était réfugié. Par la suite, l'implantation dans la baie est une réussite. Igolf Arnarsson est ainsi le premier colon d'Islande. Son fils, Thorstein Ingolfsson, fut un chef important. Il construit le premier parlement monocaméral de l'île.
Vers 900, 30 ans plus tard, le viking norvégien Gunnbjörg Ulfsson est le premier Européen à avoir vu les côtes du Groenland. Lors d'une traversée entre Norvège et Islande, son navire est déporté vers l'ouest par une tempête et il aperçut depuis son navire des petites îles. Il consigna le fait, mais n'aborda pas. Ces îlots de terre s'avéreront plus tard appartenir au grand continent du Groenland. Cependant, l'exploration maritime cesse pendant de longues décennies. Il fallut attendre un certain temps pour que l'expansion viking vers le Far West reprenne. Enfin, en 978, Snæbjörn Galti est le premier à tenter une installation au Groenland, sans succès. Vers 982, Éric le Rouge, âgé de 32 ans, né en Norvège, rejoint son père exilé de Norvège vers l'Islande depuis la première colonisation de 970, pour meurtre. Éric n'a alors que 20 ans. 12 ans plus tard, les chiens ne faisant pas des chats, Éric se querelle avec son voisin et le tue. Le conseil municipal de la colonie prononce son expulsion. Il part ainsi en direction de cette terre explorée brièvement 16 ans plus tôt. Il passe 3 ans sur place à étudier la faisabilité d'une installation durable. À cette époque, le pays bénéficie d'un climat clément et les terres du littoral sud sont vertes. C'est pourquoi il la baptise Groenland, dans le but de servir sa propagande de recrutement lors de son retour en Islande. Ce sont alors 14 dracars avec seulement 35 hommes qui quittent l'Islande pour tenter l'aventure. Les navires sont chargés de matériel de construction et d'animaux d'élevage. À l'époque, l'Islande devient exiguë et souffre de surpopulation, si bien que dans les années qui suivirent, ce sont 5000 individus qui viennent rejoindre l'équipe d'Éric. Les nouveaux habitants se répartissent en 2 établissements situés tous deux au fond de fjords profonds de la côte sud-ouest protégée des tempêtes de l'océan. Estriburg au sud et Vestriburg à l'ouest. Il s'organise politiquement sur le modèle islandais et Éric devient le chef suprême du Groenland, riche et respecté. Il se bâtit une résidence qu'il nomme Brattahlid. Éric reste durement attaché à la religion norroise, contrairement à sa femme, Théodile, qui se convertit au christianisme. La colonie devient en même temps elle-même chrétienne, et c'est la femme d'Éric qui fit construire la première église du Groenland, dont il subsiste encore des vestiges aujourd'hui. Éric aura 3 garçons de Théodile, Left, l'aîné, Thorvald, puis né, Thorstein, le cadet, plus une fille nommée Freydis d'une seconde épouse. La colonie prospère pendant plusieurs siècles. Elle fait commerce avec l'Islande de l'ivoire des défenses de morse et de peau de castor. Au cours du XIVe siècle, elle déclinera à cause d'une part du refroidissement climatique qui voit le littoral se gélifier, et d'autre part des affrontements avec les Inuits qui tournent en défaveur de la colonie. Éric doit son épithète de le Rouge pour sa chevelure et sa barbe rousse. Dès 986, Bjarni Herjolfsson, marchand explorateur pour le compte d'Éric, aperçoit la côte du continent américain. 14 ans plus tard, en l'an 1000, Leif Erikson, le fils aîné d'Éric le Rouge, âgé de 30 ans, décide de tenter une installation vers cette terre aperçue par Bjarni. Il invite son père à se joindre à lui. Les légendes scandinaves disent que Éric, ayant accusé une chute de cheval juste avant d'embarquer, y voit un mauvais présage et laisse son fils partir sans lui. Éric le Rouge reste donc au Groenland jusqu'à sa mort, qui survient 10 ans plus tard, victime d'une épidémie. Les sagas du Vinland, rédigées entre 1220 et 1280, relatent la découverte des terres situées au-delà du Groenland.
La Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum, rédigée antérieurement, vers 1075, par Adam de Brême, ainsi que le livre des Islandais rédigé vers 1122, mentionnent le haut fait de Leif Erikson. Leif est décrit comme un homme sage, attentionné et fort d'apparence. Dans un premier temps, le fils aîné d'Éric voyage vers les Hébrides puis en Norvège pour recruter des compatriotes en vue de son projet d'installation sur cette terre promise vantée dans les traditions orales irlandaises. Lors de son séjour aux Hébrides, il rencontre Thorgunna, une noble qui lui donnera un premier fils. Lors de son passage à la cour du roi de Norvège, Olaf Tryggvason le convainc de se convertir au christianisme et d'emmener un prêtre au Groenland pour instruire la religion dans cette région. Cela plaît à sa mère, déjà convertie, mais déplaît profondément à son père, païen, et qui voit dans cette nouvelle religion une menace sur la domination qu'il avait réussi à asseoir dans les deux colonies groenlandaises. Leif écoute avec attention les conseils d'itinéraire du marchand explorateur Bjarni Herjolfsson. Il lui rachète son navire et rassemble un équipage de 35 hommes. Son frère Thorvald est de la partie. Leif suit la route inverse de Bjarni. Il commence par suivre la route du nord, puis vire à bâbord. Il découvre d'abord un endroit rocheux et désolé qu'il nomme Helluland, le pays de la pierre plate. Il s'agirait probablement de l'île de Baffin ou bien la côte nord-est du Labrador, pas franchement désirable pour une installation. De là, il poursuit sa route vers le sud, en regard de la côte. Après une courte journée de navigation, il entre dans le golfe du Saint-Laurent. Il accoste pour la deuxième fois, mais dans une zone qui est dépourvue de glace. Il découvre une côte fortement boisée qu'il nomme Markland, le pays de la forêt. Il s'agirait certainement de la côte sud-est du Labrador. Enfin, après une courte journée de plus à traverser le golfe du Saint-Laurent, il découvre une zone verdoyante avec un climat doux et des approvisionnements abondants en saumon. À l'approche de l'hiver, il décide de camper là et sépare son groupe en deux, l'un pour rester au camp et l'autre pour explorer le pays. Au cours d'une de ses explorations, son lieutenant Tyrkir découvre que la terre est riche en vignes sauvages qui regorgent de raisins, ce qui indique bien le fort réchauffement climatique de cette époque. Il s'agirait probablement du site actuel de Baie Saint-Laurence, au nord de l'île du Cap Breton, en Nouvelle-Écosse. Leif nomme tout logiquement le pays Vinland, le pays du vin. Là, lui et son équipage construisent une petite colonie appelée ultérieurement Leifbudir, les maisons de Leif, par des visiteurs venus du Groenland. Il s'agirait du site appelé aujourd'hui Lance au Meadow. Après avoir passé l'hiver au Vinland, Leif retourne au Groenland au printemps avec une cargaison de raisins et de bois. Lors du voyage de retour, il sauve un naufragé islandais et son équipage qui avait tenté le voyage directement vers la terre promise, lui faisant gagner le surnom de Leif le Chanceux, pour l'avoir découverte en premier. Cette anecdote témoigne de l'intérêt des Vikings d'Islande à s'expatrier vers le continent mythique. Par la suite, Leif encourage d'autres expéditions de ses proches vers l'ouest, mais son père étant décédé, il doit reprendre ses fonctions de chef et n'a guère l'occasion de reprendre la mer. Il doit encore s'occuper du cas de sa demi-sœur Freydis, coupable de crimes de sang avec son équipage lors d'un récent voyage au Vinland. Leif investit le domaine familial de Brattahlid et commence à prêcher le christianisme aux Groenlandais. Sa mère construit la première église du Groenland. Leif est mentionné pour la dernière fois en vie en 1019 quand il transmet la chefferie à son autre fils Thorkel. Rien n'est mentionné sur sa mort dans les sagas. Il est probablement décédé au Groenland vers 1020. Rien d'autre n'est connu de sa famille au-delà de la succession de Thorkel en tant que chef.
L'expédition réussie de Leif Erikson au Vinland encourage d'autres vikings à faire le voyage. Le premier contact apparent entre les vikings et les peuples indigènes, qu'ils nomment plus tard Skraelingar, probablement des Micmacs, présents depuis la première vague de colonisation amérindienne par les Sibériens orientaux il y a plus de 10 000 ans, est réalisé par son frère Thorwald et déclenche des hostilités et des tueries dont Thorwald lui-même en est victime. Thorwald lève l'ancre du Groenland en 1004 avec 30 hommes en direction du Vinland. Il y passe l'hiver au camp érigé par Leif. Au printemps, Thorvald attaque 9 indigènes, peut-être des Beothuk, qui dormaient à l'abri sous des canaux. L'un d'entre eux s'échappe et revient avec des renforts. Thorvald est tué par une flèche qui réussit à passer à travers le mur de boucliers. Quelques autres hostilités suivent dans les mois suivants. Les explorateurs quittent finalement les lieux après l'hiver suivant. Par la suite, le frère cadet de Thorvald, Thorstein, voudra s'y rendre pour récupérer le corps de Thorvald, mais il décède avant de quitter le Groenland. En 1005, Thorfinn Karlsefni, explorateur irlandais, suivra la route de Leif Erikson vers le Vinland, dans une tentative éphémère d'y établir une colonie permanente avec ses partisans. Il fait escale au Groenland où il rencontre et épouse Gudrid, la veuve de Thorstein Eriksson, décédée l'année précédente. Gudrid est alors hébergée par son beau-frère Leif, à Brattahlid, le domaine familial fondé par Éric le Rouge. Gudrid souhaite ardemment s'enfuir d'un climat familial où elle ne se sent pas à l'aise. Elle veut rejoindre sa belle-sœur Freydis installée au Vinland. Elle insiste auprès de son nouveau mari pour quitter le Groenland au plus vite. C'est dans ces conditions que le couple embarque pour le Vinland. Leif accepte de prêter les maisons qu'il avait construites au Vinland, mais ne voulut pas en faire don gratuitement. Thorfinn embarque ainsi avec 60 hommes et 5 femmes, suivant la route empruntée par Leif et Thorwald. Au Vinland, Gudrid donna à Thorfinn un garçon, Snorri, qui est le premier enfant d'origine européenne connu à être né dans le Nouveau Monde. Snorri est devenu très populaire en Islande, et de nombreux Islandais font remonter leurs origines à Snorri. L'emplacement exact de la colonie de Thorfinn est inconnu, mais il se pourrait qu'il s'agisse de la colonie nordique de Lance au Middow, à Terre-Neuve. Le nombre relativement faible de femmes parmi tant d'hommes provoqua des dissensions internes au sein de la colonie, et l'incapacité à coopérer provoqua l'abandon de la colonie à l'été 1006. Thorfinn et sa femme rejoignirent le Groenland en toute sécurité, tandis que les autres retournèrent en Irlande et par malheur firent naufrage en mer d'Irlande. Des preuves archéologiques récentes suggèrent que le Vinland est bien situé dans les zones autour du golfe du Saint-Laurent et que le site de Lance au Middow était une station de réparation de navires et un point d'étape pour les voyages là-bas. Les deux sagas semblent décrire le Vinland comme une région plus vaste et qui comprend plusieurs autres établissements. La saga d'Éric le Rouge mentionne en effet 2 autres colonies au Vinland. Une colonie au-delà du Furdurstrandir et où se serait installé Thorfinn Karlsefni, et l'autre appelée Hop, lagune, située plus au sud, ou bien au fond du Saint-Laurent. Depuis, des fouilles ont permis la découverte d'un nouvel établissement à Pointe-Rosée en 2016, qui confirme de nouveau l'existence d'une colonisation viking des Amériques. En fin de compte, aucune colonie viking permanente ne restera au Vinland, bien que des expéditions sporadiques au Markland pour ramener du bois vers le Groenland qui en est dépourvu aient pu durer des siècles. Au cours de cette période précolombienne, l'intérêt des Européens pour ces contrées extrêmes restera peu significatif. Il faudra attendre Christophe Colomb, qui affirma dans une lettre avoir visité l'Islande en 1477 et en avoir ramené des informations précieuses pour préparer son fameux voyage, pour avoir un regain d'intérêt vers la terre promise par la vieille tradition irlandaise. Voilà, cette vidéo d'introduction au monde normand s'achève là.
J'espère qu'elle vous a été utile. Je terminerai en disant que Christophe Colomb a bien berné les autorités espagnoles en leur parlant d'un passage par l'ouest pour rejoindre les Indes. Il semble bien que le navigateur génois ait été parfaitement au courant qu'il marchait sur les traces des anciens vikings pour aller découvrir un nouveau continent.